on va commencer notre formation pour les réseaux de neurones, pour résoudre des problèmes dans l'intelligence artificielle. Donc, pour cette séance, on va voir l'implémentation en Python d'un neurone artificiel. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me recevez très bien. Je vais commencer par rappeler ce qu'on a vu, donc les dernières équations qu'on va implémenter en Python. Donc, on a vu des équations, en fait, des équations mathématiques qu'on a pu les vectoriser, c'est-à-dire les écrire sous forme matricielle. Donc, on va rappeler ces équations-là et écrire l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire, et puis implémenter tout cela en Python avec les librairies NumPy. Donc, juste, je vais commencer par rappeler les formules déjà vues l'autre fois. Donc, voilà. Pour l'algorithme, donc, on a déjà une matrice des données. Ici, une matrice des données, lorsque je parle des matrices des données, donc on a précisé M lignes, c'est-à-dire comme dans un tableau, on a M échantillons et N colonnes, c'est-à-dire pour chaque élément de notre dataset, pour chaque patient ou bien pour chaque élément de notre échantillon, il y en a N caractéristiques ou bien N features. Donc ici, les données, ce sont sous forme matricielle ayant M lignes, N colonnes. W, c'est le vecteur de poids. Si vous vous rappelez, donc là, pour le perceptron, juste je veux alterner et te montrer cela sur la feuille. Alors, si vous vous rappelez, lorsqu'on a un simple perceptron, juste on a dit, il y a des données, X1, X2, on peut avoir N données, puisque, bon, dans notre exemple qu'on a vu, on a vu un patient qui a une tumeur et on va juste mesurer la taille et observer la couleur de la tumeur. Mais sinon, on peut voir encore plusieurs caractéristiques du tumeur pour voir si cette tumeur-là est bénigne ou bien maligne. Donc, alors, le principe d'un perceptron, c'est quoi? C'est on va en fait multiplier chaque X1 par un poids, W1, le X2 par W2, le X3 par W3, etc., le Xn par Wn, puis ajouter un biais pour obtenir la fonction de préactivation. Donc, Z, c'est la somme de XI, WI plus P. Après avoir calculé le Z, on calcule le A, c'est l'activation, la fonction d'activation, 1 sur 1 plus expo moins Z. Donc ici, on va chercher le WI, les paramètres de notre modèle, on calcule Z et puis on calcule A. Et le A nous permet d'avoir une estimation de Y, on espère bien d'avoir une valeur très proche de Y. Donc ça, c'est le principe d'un perceptron. Donc les données, bien sûr, on n'a pas un seul... on n'a pas un seul patient dans notre donnée ou bien un seul échantillon. Non, on a plusieurs. Donc ça, X1, ça correspond les données pour le premier patient ou bien pour le premier élément de notre échantillon. X1, X2, Xn, ça correspond aux données de deuxième patient ou bien deuxième élément de notre échantillon, etc. Donc, je suppose, comme j'ai bien dit, qu'on a M patients ou bien M échantillons. Donc, on va entrer toute une matrice de données ou bien un tableau de données pour notre perceptron. Donc ici, donc je reviens. Ici, on parle d'une matrice de données. D'entrée, quelles sont l'entrée? M ligne, N colonne. M, ça correspond au nombre de patients. N, c'est le nombre de features ou bien caractéristiques. Alors, pour le vecteur poids, bien sûr, si on peut revenir encore voilà. Donc, ici, on a combien de paramètres? Si on veut l'écrire sous forme matricielle, on a dit, on va avoir N paramètres. Donc, c'est un vecteur ayant N lignes, une colonne. Voilà, donc, pour fixer les tailles de nos matrices. Donc, W, c'est une matrice ayant N lignes, une colonne. Y, les étiquettes
Y, c'est un vecteur encore M ligne, une colonne. Je rappelle encore, ça correspond à quoi Y? En fait, ici, dans notre tableau, on sait à l'avance que pour le premier patient, on sait que sa tumeur, déjà, on a fait la diagnostic. Ce sont des données réelles. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a déterminé ça. Donc, en fait, on va essayer d'entraîner le système ou bien le perceptron à prédire les choses à partir des exemples privés. Donc ça, on a déjà un Y, c'est-à-dire pour le premier patient, on a fait les diagnostics humains, on va dire, et on a trouvé est-ce que c'est maligne ou bien bénigne. Donc pour le premier patient, on a Y1, on a une valeur réelle, est-ce que cette tumeur est bénigne ou bien maligne. Même chose pour Y2, pour le deuxième patient, on sait, on a fait le diagnostic et là, on sait très bien est-ce que c'est bénigne ou bien maligne. Même chose ici pour Y3, etc. Donc, vous avez bien compris, Y, c'est juste une ligne qui contient 1, 0, 0, 1, comme ça, ce qu'on appelle les étiquettes. Et à partir de ces étiquettes, on peut dire est-ce que pour le premier exemple ou bien le premier patient, c'est bénigne ou bien maligne. Donc, Y, vous avez bien compris, encore, c'est une matrice ou bien c'est un vecteur ayant combien de lignes? Le nombre de patients. Et le nombre de patients, c'est M. Donc, M ligne, une colonne. Voilà. Donc, Y, c'est un vecteur, une ligne, une colonne. Et le biais ici, donc je rappelle encore pour le principe de perceptron, c'est quoi le biais ici, la constante B? En fait, on a dit, voilà, vous voyez ici, on a dit Z, c'est la somme des poids fois XI plus une constante B. Donc, B, c'est tout simplement dans R, c'est un réel. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, on a tout d'abord cette équation. Je reviens à… Voilà. Donc, on a déjà nos données sous forme matricielle. On sait très bien qu'on cherche un vecteur W de taille M1, Y de taille M1 et une constante réelle. Qu'est-ce qu'on va faire? La première équation qu'on a trouvée dans la séance précédente, on a fait la vectorisation. On a dit, en fait, on va faire le produit matriciel X fois W plus B. Donc, cette équation, on va l'écrire, on va l'implémenter en Python. Puis, on va appliquer à Z la fonction sigmoïde point par point. Pour chaque Z, on va calculer 1 sur 1 plus expo moins Z. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va commencer le processus d'entraînement. Au début, W et B, on va choisir arbitrairement. On va demander au système de choisir le vecteur W et la constante ou bien le biais B aléatoirement. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer sur, voilà, on a W, on a B, donc on va faire l'équation X fois W plus B, et puis appliquer la fonction sigmoïde. C'est notre principe déjà vu dans les séances précédentes. Donc, on trouve une première prédiction, mais certainement, si la machine, elle va choisir les paramètres W et B aléatoirement, donc certainement, les résultats ne vont pas être proches de la réalité. Bien, ça ne va pas être vraiment performant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la performance? On a dit on va utiliser l'algorithme de descente de gradient. On calcule l'erreur, ce qu'on a fait déjà les séances précédentes, et puis on calcule les dérivées pour chercher le point minimum. Donc, si vous vous rappelez, déjà, on a fait le calcul de la dérivée et on a trouvé cette formule sous forme des vecteurs. On a trouvé que c'est 1 sur M fois la transposée de X fois 1 Y pour la dérivée par rapport à W. Et encore, on a trouvé la dérivée par rapport au biais B donnée par cette formule-là. Donc, on va les utiliser. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, dans le principe de descente de gradient, on va améliorer le W et le B. L'amélioration, on a expliqué qu'on fait W, on fait comme si l'update ou bien la mise à jour de W reçoit W moins alpha, le learning rate ou bien le pas d'apprentissage alpha fois la dérivée. Donc, avec alpha, le taux d'apprentissage. Donc, tout cela, c'est déjà vu dans la séance précédente. Et puis, donc, une fois, on va répéter bien sûr ce processus ou bien cette mise à jour pas mal de fois. En nombre d'itérations, on va le fixer. Donc, on va répéter cela. Et à la fin, donc, on espère bien notre perceptron ou bien notre modèle a bien entraîné. Et une fois entraîné, on peut faire des nouvelles prédictions. On donne des nouvelles
ou bien de nouveaux exemples, de nouvelles données. Et puis maintenant, notre système, il peut prédire est-ce que pour ces nouvelles données, est-ce que notre tumeur est bénigne ou bien maligne? Et rappelez-vous que en fait, pour notre problème de classification qu'on a vu, le A ici, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc, on va dire si la valeur de A est supérieure à 0,5, donc c'est probablement maligne, donc dans la classe 1. Et si la valeur de A pour les nouvelles données inférieure à 0,5, donc on va dire c'est probablement bénigne et donc la prédiction, elle sera 0. Voilà, donc je ne sais pas, on va commencer ou bien je vais vous présenter l'implémentation de cet algorithme en Python. Donc, juste si vous avez des questions avant de commencer l'implémentation. Pas de questions. Donc, juste, je veux partager avec vous mon écran. Ici, pour Python, je travaille avec Anaconda. Donc, là, je veux partager mon écran avec vous. Voilà, j'espère vous voyez mon écran. Voilà, on va commencer. Ça, c'est juste, voilà, c'est, je travaille sur Anaconda, notre notebook sur Anaconda. Et voilà, je ne sais pas si vous avez une idée sur cela, mais dans Anaconda, il y a des cases où je peux écrire des codes ici. Voilà, juste une case ici et je veux écrire mon code là. Donc, la première chose à faire, c'est faire appel aux bibliothèques qu'on va utiliser dans notre implémentation. Donc là, on a dit, juste une remarque là, puisqu'on a vu les équations, les mathématiques derrière notre modèle de perceptron, on a vu les formules mathématiques, donc on va utiliser uniquement les tableaux pour faire le calcul, pour avoir un modèle, un perceptron artificiel. Et donc là, pour faire le calcul sur les tableaux, la librairie qu'on va utiliser, c'est NumPy. Donc ici, je commence par appeler la librairie NumPy. Donc NumPy parce que finalement, pour faire le calcul de plusieurs équations, il vaut mieux faire le calcul sur tout un tableau. Donc, au lieu de faire équation par équation, on fait le calcul sur un tableau et la librairie NumPy nous permet de faire cela. Donc, la première chose que j'ai fait, je fais appel à la librairie NumPy. Donc, import NumPy as NP. Donc là, juste, je veux appeler NumPy et je veux utiliser l'abréviation NP. Maintenant, pour la deuxième ligne de code que j'ai écrit, c'est importer Matplotlib. En fait, cette librairie, c'est pour voir des graphes, pour voir des courbes. Donc, j'ai appelé Matplotlib by plot pour voir, et bien évidemment, les courbes ou bien les graphiques pour bien visualiser les choses qu'on va les écrire. Alors, au début, bon, juste, je veux cacher cela pour un moment. Voilà. Alors, bon, ici, on n'a pas vraiment des données réelles. Ah, donc, je veux générer moi-même des données comme j'ai fait. Donc, juste, je suppose que je veux créer des points comme ça dans un repère et je suppose que ce sont mes données. Et là, il y a une librairie qui me permet de générer des données juste synthétiques. Ce ne sont pas des données vraiment réelles pour des vrais patients. On pourra faire cela pour une science prochaine, si on veut travailler sur un dataset réel, par exemple, dataset de cancer, il y en a un dataset sur les cancers. Mais pour cette séance, puisque c'est notre première séance sur l'implémentation en Python, on va juste se contenter de générer des données synthétiques. Et là, il y en a une librairie qui nous permet
de générer les données qui s'appelle scikit-learn. Donc ici, je veux appeler la fonction makeBlobs de la librairie scikit-learn rien que pour générer des données. Donc, juste cette première ligne de code. Donc, ici, j'ai utilisé la fonction. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Hein. Est-ce que le code, vous voyez le code est clair ou bien j'agrandis un peu? Vous voyez mieux, c'est clair, ce n'est pas clair? Alors, je continue. Là, ici, si vous avez remarqué, lorsque j'ai fait compiler cette ligne de code, il m'a dit une erreur, make blobs is not defined. En fait, j'ai déjà fait l'appel à make blobs, mais juste parce que je n'ai pas compilé cette case-là. Donc, je vais la compiler. Maintenant, ça y est, c'est importer les librairies NumPy, Matplotlib, scikit-learn. Donc, ce sont importés. Maintenant, je compile cette deuxième case. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est fait. Donc, j'ai déjà fait la compilation et c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Alors, rien ne s'affiche parce que tout simplement, d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste fait l'appel à la fonction makeBlobs. Donc, lorsque je fais l'appel à la fonction makeBlobs, qu'est-ce qu'on a? On va faire entrer le nombre d'exemples qu'on a noté ici dans notre cours par M. Donc, M égale 100. Donc, je suppose que j'ai 100 exemples dans mon dataset ou bien dans mon exemple. Le nombre de features, ici, on a dit, on va dire, il y a deux features ou bien deux caractéristiques, comme dans l'exemple qu'on a considéré, par exemple, la couleur et le diamètre de la tumeur. Ici, on va préciser, il y en a combien de classes en fait. Ici, on veut dire il y a deux classes, maligne et bénigne. Bon, là, je veux vous expliquer pourquoi random state ici. Pour le moment, oubliez ça pour un moment. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, ça y est, il comprend très bien que je veux générer des données. Donc, je veux générer des données et X ici, j'ai X et Y. Il va donner à X un tableau. On va voir tout de suite c'est quoi la taille de ce tableau. Et Y, le vecteur. Donc, il va bien comprendre qu'on s'intéresse bien à générer des données comme on a vu dans le cours, il y a deux classes quand on veut le séparer par une droite. Donc, juste ici, pour voir les données, j'écris PLT scatter. On a dit déjà PLT ici, c'est-à-dire Matplotlib PyPlot, c'est-à-dire on veut voir le nuage de points. Donc ici, X0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je veux voir sur l'axe des abscisses, X ici, on a dit, contient deux features. Donc, bon, on peut voir le X pour bien comprendre. Voilà. Je vais écrire tout simplement X ou bien print X et voir ce qu'il va donner. Voilà, il a donné le X. Donc, il a bien donné X. Ça, c'est un tableau, comme vous pouvez le voir. Ayant combien de lignes? On a dit, c'est 100 lignes. Il va créer un tableau ayant 100 lignes. Combien de colonnes? 2 colonnes. Donc, pour lui, ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Pour le premier patient, ça, c'est X1. Ça, c'est X2 pour le deuxième patient. Ça, c'est la première caractéristique et ça, c'est la deuxième caractéristique de troisième patient ou bien troisième exemple dans notre échantillon, ainsi de suite. Donc, on a créé un X. Pour voir maintenant, pour visualiser ce X-là, on va considérer X1 sur l'axe des abscisses, X2 sur l'axe des ordonnées. C'est ce que j'écris ici. Donc, ici, ça, c'est X1, c'est-à-dire on va considérer la colonne indexée par 0 parce qu'ici, dans Python, toujours le premier indice, c'est 0. Ensuite, ça, c'est d'indice 1. Donc, on veut voir la colonne d'indice 0 pour X, donc d'indice 0, c'est-à-dire la première colonne.
ça en abscisse et en ordonnée la colonne d'indice 1. Donc, x.1, c'est-à-dire la colonne d'indice 1. Voilà. Donc, bon, on va voir ce qu'il va donner. Je veux tout de suite, voilà. Vous voyez qu'est-ce qu'il a donné. En fait, il a créé un nuage de points. Alors, là, si je fais C égale à Y, je vais expliquer C égale à Y, ça veut dire quoi? Regardez, s'il n'y a pas le C point Y, il va créer le nuage de points, mais la couleur, on ne va pas voir vraiment quelles sont les bénignes et quelles sont les malignes, ou bien lesquels de points dans la classe 0 et lesquels dans la classe 1. Ici, on va dire la couleur, ça dépend de Y. Donc, je vais écrire la couleur, c'est égale Y, c'est-à-dire la couleur dépend de Y. Et vous voyez ici, c'est-à-dire quoi? Et il va, puisque Y prend deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc, pour les points qui sont dans la classe 0, ils ont une couleur. Pour les points qui sont dans la classe 1, ils auront une autre couleur. Donc, ça, juste pour la visualisation de notre nuage de points. Et là, regardez, si parce que j'ai expliqué cette ligne de code. Donc, on a dit random state, c'est pourquoi. On va l'effacer pour voir. Regardez maintenant, à chaque fois que je compile, il me donne des nouvelles données. Encore, je compile. Oh, des nouvelles données. Là, je veux fixer, je veux travailler sur des données. D'accord, je veux dire, d'accord, donnez-moi des données, mais on va les fixer. Alors, je ne veux pas à chaque fois je compile, tu changes encore les données. Donc, j'écris random state égale, c'est-à-dire on va garder le grain aléatoire sur 0. Ou bien je peux fixer 42 par exemple. Donc une fois 42, toujours il va me donner ce nuage de points par exemple. Même si je récompile encore une fois le même nuage de points. Ça c'est pour random state 42. Random state 0, voilà, il va me donner des données, un nuage de points, mais à chaque fois que je compile, il va rester tel qu'il est ici. Je fixe le nuage de points. Random state 0, d'accord, me donner et il doit être fixé. Ce n'est pas la peine de, à chaque fois que je compile, tu changes les données parce que après, je veux travailler sur les données pour faire un modèle. Je ne veux pas à chaque fois que je compile le modèle, bien le nuage de points change. Comme ça, le modèle ne va pas s'entraîner. Voilà, donc ici, juste la première chose à faire, c'est de vérifier la taille de la matrice X et de la matrice Y. Déjà, on a écrit les formules, on a précisé à quoi est égale la taille de la matrice X, à quoi est égale la taille de la matrice Y. Donc, on doit vérifier cela. Non, pour le vérifier, on va écrire X.shape pour voir c'est quoi la taille de la matrice X. Voilà, il a dit 100 lignes de colonnes et c'est ce qu'on a besoin finalement. Lorsqu'on a travaillé sur la présentation, on a dit les données contiennent M lignes, N colonnes. Donc, c'est bon. Nombre de patients, bien nombre d'exemples d'entraînement 100, nombre de colonnes, ici nombre de features, c'est 2. C'est bon pour le X. Alors, je vérifie pour le Y ici parce qu'on a un X, tableau de données, et Y, les étiquettes correspondantes. Donc, je veux vérifier pour le Y. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici pour le Y? Il a dit 100 et il n'a pas précisé 101. Pourquoi? Parce que pour lui, Y, c'est dans la dimension 1. C'est un vecteur, mais il va le considérer dans une seule dimension. Donc, ce n'est pas une ligne ou bien une colonne. Donc, c'est juste des listes de chiffres. Mais pour nous, vous avez vu, lorsqu'on fait le calcul matriciel, on a besoin que Y soit de taille M ligne, une colonne. Donc, on veut bien que Y se voit comme un vecteur colonne, pas une ligne, pas dans dimension 1. On veut le voir vecteur colonne. Donc, on doit préciser que non, on veut que Y soit un vecteur ayant 100 lignes, d'accord, mais une seule colonne. C'est pour dire juste après, pour faire le calcul matriciel, on doit réécrire cela. Donc, pour dire cela, on va écrire le vecteur Y
reçoit, donc on va changer un peu le shape ou bien la dimension de y, on veut bien que ça se voit comme un vecteur colonne, et donc on va écrire reshape, y.reshape, donc c'est-à-dire y, on va changer, et on veut bien que ce soit sans ligne, une colonne. Et après la compilation, on va voir, allez, on va noter y, il va nous donner juste y, c'est un vecteur, comme vous pouvez le voir, un vecteur colonne. Si on demande c'est quoi la taille de y ou bien les dimensions de y, il va dire voilà, y cette fois, sans ligne, une colonne. C'est pas comme on a compilé tout à l'heure, il a dit sans virgule rien. C'est-à-dire c'est dans la dimension 1. Mais non, on veut bien que y soit un vecteur colonne. Et donc, on a fait la redimension de notre vecteur pour avoir un vecteur sans ligne, une colonne. Et comme ça, on n'aura pas des erreurs lors de la compilation. Donc, tout cela, juste cette case-là, pour voir les données. Donc, voilà nos données. Voilà, on a un nuage de points. Bien sûr, c'est généré, ce ne sont pas des données réelles, mais voilà, on va supposer qu'on a un tableau X et un tableau Y. X correspond à nos données. Voilà, donc on a les données. Jusqu'à là, on n'a rien fait. On n'a pas commencé notre implémentation de neurones artificiels. Juste, on a des données là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je reviens à mon algorithme que j'ai écrit. La première chose à faire, c'est quoi? On va revenir. Voilà. Donc là, on a dit la première chose à faire, c'est quoi? Avoir les données, c'est bon. Maintenant, on a un vecteur W à faire. Et la première chose à faire, c'est on va fixer un W aléatoirement. Donc, W, l'essentiel, c'est un vecteur ayant une ligne, une colonne. Donc, il va commencer aléatoirement. Il va donner des valeurs aléatoires à W. Même chose pour B. B encore, on va commencer par B juste en scalaire, aléatoirement. Et puis, on va faire l'entraînement. Lors de l'entraînement, on va essayer d'améliorer W en utilisant l'algorithme de descente de gradient. Donc là, je reviens. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est l'initialisation de W et B. Voilà, la première chose qu'on doit faire, c'est l'initialisation de W et B. Je ne sais pas encore si vous avez des questions. Tout va bien? D'accord, donc je vais continuer. Donc là, on va définir une fonction qu'on va appeler initialisation, par exemple. Initialisation. Et pour initialiser, qu'est-ce qu'on aura besoin? Juste, on aura besoin de la taille des données X, parce que finalement, donc juste si je reviens, ici, pour chaque X1, bien pour chaque XI, on a un WI. On va multiplier chaque XI par WI. Donc, vous savez que W a combien de lignes? C'est le nombre de lignes de notre matrice X. Donc, ici, je reviens. Donc, ici, on a une matrice X de données. Alors, on va chercher juste le nombre de features. Ici, le nombre de features. Donc, juste, je reviens. On a dit, on a précisé le nombre de features. Ici, c'est 2. Mais en fait, ça, c'est le nombre de colonnes de X. Donc, le nombre de colonnes de X, on peut le voir comme on a dit, c'est juste d'indice 1. Donc, alors, je fais quoi? Je dis N
le nombre de features. Bon, peut-être si je change avec des nouvelles données, donc juste je n, c'est le nombre de features. Et comment savoir le nombre de features? C'est le nombre de colonnes de x. Donc, juste j'écris x.shape. Bon, en fait, x.shape. Alors, je vais expliquer cela. Donc, si j'écris x.shape en majuscule, x.shape, qu'est-ce qu'on va avoir? Juste, il va préciser 100 lignes de colonne. Alors, si j'écris donc ça, x.shape, 0. On a dit toujours le premier élément, c'est d'indice 0. Et ça, c'est x-shape de 1. Ça, c'est d'indice 1. Donc, si je veux avoir le nombre de colonnes, c'est tout simplement x.shape 1, c'est-à-dire le nombre de colonnes de x. Et on va noter n, c'est le nombre de features. Et après, on va faire quoi? On va initialiser w et b. Alors, pour W, on va juste aléatoirement initialiser W avec n lignes, une colonne, comme on a précisé lorsqu'on a expliqué le principe de notre algorithme. Voilà, donc on a dit W, l'initialisation se fait aléatoirement. Donc, tout simplement, on va dire W, c'est random. Random, c'est juste pour dire aléatoire. Donc, juste cette phrase pour initialiser par des valeurs aléatoires. Alors, même chose pour B, random, c'est-à-dire aléatoire, mais cette fois, une ligne, une colonne, puisque c'est un seul réel. Donc, juste, je dis, voilà, B, c'est une ligne, une colonne, tout simplement. Et finalement, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour l'initialisation. À la fin de l'initialisation, j'aimerais bien retourner W et B. Regardez là, par exemple, si je fais W, virgule B, reçoit initialisation de X. Donc, j'ai fait l'initialisation. Donc, j'ai défini ça dans une fonction. Et là, maintenant, je fais appel à cette fonction. Donc, WB, faites l'initialisation de X. Et le résultat, c'est on va le mettre dans W, la variable W, la variable B. Et en fait, je veux appeler ou bien print W. Écrire W. Alors, je vais exécuter cette case. Je vais exécuter ces deux lignes. Ah, erreur. Initialisation, c'est pas comme ça que j'ai écrit initialisation. C'est la même chose, non? Ah, je vais faire... Ah, j'ai pas compilé peut-être celle-là. Je vais la compiler. Et je compile la suivante. Voilà, c'est bien. Maintenant, il a bien détecté la fonction initialisation. Et vous pouvez voir W, c'est deux lignes, une colonne, puisque le nombre de features, c'est 2. Et les valeurs, si encore je recompile, il va considérer des autres valeurs. 0, 0, 1 cette fois, moins 1, 4. Je recompile la case 1, 5, 3, moins 0, 5. Voilà, donc pour vous dire, c'est juste, on a initialisé W aléatoirement. Donc, après l'initialisation, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on a notre X. Donc, si je reviens à... Voilà. Ici, on a dit, une fois on a le X, W, c'est bon, le Y, c'est bon, B, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire, c'est multiplier matriciellement X fois W plus B. Donc, voilà, on a Z égale X fois W plus B. Donc, on va écrire la fonction, on peut l'appeler la fonction avant l'activation ou bien la fonction Z, n'importe. C'est juste, elle prend le X, elle prend le W, elle prend le B et elle fait cette opération-là. Donc, je reviens à NumPy, à Anaconda. Voilà, ici. Donc, bon, j'ai écrit ici modèle. Voilà, j'ai appelé la fonction modèle. Je donne un modèle quoi? Tu dois donner le X, le tableau de données, le W, parce qu'on a besoin de W pour faire la multiplication. Et déjà, on a le W déjà initialisé. Et le B, qui est initialement un réel arbitraire. Et on va écrire cette ligne de code, tout simplement. On a justifié par le calcul que Z
après le calcul, après la vectorisation, on obtient le Z par le produit matriciel X fois W plus B. Ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, j'ai écrit at. At, en fait, c'est juste pour le produit matriciel. Donc, si vous faites X at W, c'est juste pour faire le produit matriciel entre X et W. Donc, on a fait X at W plus B, faire cette opération. Et puis, on va faire la fonction sigmoïde, donc l'activation de Z. Et pour l'activation de Z, qu'est-ce qu'on va faire? 1 divisé par 1 expo moins Z, si vous vous rappelez. Et là, juste, j'ai écrit np.exponentiel. Je ne sais pas si vous savez pourquoi j'ai écrit np.exponentiel. Qui peut me dire pourquoi j'écris pas exponentiel tout court? En fait, là, parce que je vais faire l'opération élément par élément. Z, comme on a expliqué, c'est tout un tableau. Ce n'est pas un simple réel. Donc là, il se demande expo moins Z, expo moins tableau, expo un tableau. Imaginez un tableau qui contient des valeurs numériques. C'est quoi l'exponentielle de ce tableau? En fait, je sais, on va appliquer la fonction exponentielle sur chaque élément de ce tableau. Et du coup, donc, on va écrire expo moins Z, mais c'est une opération sur tout le tableau. Et pour les opérations, on a dit pour faire le calcul sur des tableaux, on utilise la librairie NumPy. Si vous vous rappelez, on a fait l'appel à la librairie NumPy. Donc, c'est pour cette raison, j'écris np.exponentiel parce que finalement, l'expo moins Z, encore, c'est un tableau NumPy. Donc, finalement, voilà, ça, c'est notre modèle sigmoïde. X fois W plus B et puis le A. Et puis, on va retourner le A. Le A, ça sert à quoi? Ça sert à, c'est la prédiction finalement par le modèle. Donc, voilà, je peux demander à quoi est égale la valeur de A. Par exemple, si je veux voir la valeur de A, is not defined. D'accord, A reçoit, c'est quoi A? A, c'est la sortie de cette fonction. Je vais écrire A, c'est modèle X, W et B. Et je compile. Donc, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, je vous demande la valeur de A. Voilà la valeur de A. Donc, la prédiction, bien sûr, pour le premier patient, c'est 0,999. Donc, c'est comme si une tumeur maligne, c'est probablement maligne puisque c'est 0,99. Deuxième patient, 0,93 maligne. 0,15, je pense que c'est bénigne, 0,59 maligne, etc., etc. Donc, il a donné des valeurs. On a vu déjà les valeurs de A sont tous entre 0 et 1 et on peut les interpréter comme des probabilités. Est-ce que c'est probablement bénigne ou bien c'est probablement maligne? Mais n'oubliez pas, notre modèle n'est pas encore entraîné. Donc, les valeurs choisies par W et B au début sont aléatoires. Donc, on ne sait pas si, certainement, en fait, certainement, les valeurs ici sont très loin peut-être de la réalité parce que juste, il a choisi W et B. Aléatoirement, il a fait les opérations. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va comparer ces résultats avec les résultats réels. On a un Y là, et le Y contient des 0 et des 1. Donc, il va comparer. Est-ce que vraiment le premier patient, ou bien pour le premier exemple, le Y égale à 1, c'est-à-dire la tumeur est maligne. Est-ce que vraiment ici le deuxième patient a une tumeur maligne? Donc, il va faire la comparaison. Et là, ce qu'on a vu, pour faire la comparaison, on calcule la fonction log-loss. Donc, on a dit, c'est la fonction coût dans la régression logistique. Donc, on va faire le calcul de l'erreur. Donc, là, on va passer, donc juste ici, juste pour vous montrer le A, c'est un tableau. Voilà, je n'ai plus besoin de A. Maintenant, je veux définir la fonction log-loss ou bien la fonction coût. Alors, je reviens encore une fois à ma présentation parce que j'ai écrit la formule de la fonction coût, en fait. Je l'ai écrit. Donc, je reviens juste à ma présentation pour voir c'est quoi l'expression de ma fonction coût. Donc, ma présentation.
Donc, je reviens et je cherche où est la fonction coût. On a écrit ça pas mal de fois. Voilà la fonction coût que vous voyez ici en bas. Donc, la fonction coût, comme vous voyez, c'est moins 1 sur m. M, c'est, n'oubliez pas, le nombre de patients. Donc, ici, c'est le nombre de lignes de x fois la somme de quoi? Y fois log de a plus 1 moins y fois log de 1 moins a. Donc, on a justifié déjà, on a expliqué pourquoi c'est la fonction coût, elle est définie comme ça. Et maintenant, juste, on va écrire cette équation dans Python. Donc, juste, on va écrire cette équation dans Python. Je reviens alors à Python. Voilà. Donc, la fonction coût, c'est pour cette case-là, j'écris la fonction coût. Alors, ici, pour la fonction coût, j'aurai besoin de m. Et c'est quoi m? On a dit le nombre de patients. Donc, on va dire c'est la longueur de y, puisque y, c'est un vecteur colonne. Donc, on peut dire c'est la longueur de y. Une fois on a y, je peux déterminer le m. C'est combien on a de patients. Là, c'est la fonction coût, L. Et on va voir comment on a écrit ça sur Python. Donc, ici, j'ai écrit tout simplement ça, y fois log de a. Mais n'oubliez pas, A, c'est un vecteur. Donc, c'est quoi log d'un vecteur? On ne sait pas. Donc là, log de A, je veux dire logarithme appliqué sur chaque élément de A. Donc là, encore, je fais une opération sur un tableau. Et pour faire une opération sur un tableau, on a besoin de quoi? On a besoin, on a dit, de la librairie NumPy. Donc, c'est pour cette raison, j'écris np.log. np.log, c'est-à-dire on va faire cette opération sur un tableau NumPy. C'est un tableau, c'est un vecteur. Donc, on fait le calcul mathématique sur un tableau. Donc, np.log de vecteur A. Donc, ici, cette fois, parce que c'est un produit élémentaire, comme on expliquait l'autre fois. Donc, le premier élément de Y fois le premier élément de log de A. Deuxième élément de Y fois deuxième élément de log de A. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, c'est un produit élémentaire, ce n'est pas un produit matriciel. Donc, même si je veux essayer d'écrire un produit matriciel, il va m'indiquer une erreur parce que ils n'ont pas une taille adéquate pour un produit matriciel. Donc, on a dit, c'est y fois log de A, ici juste j'ai écrit np log de A puisque c'est un tableau NumPy, plus 1 moins y fois log de 1 moins a. Donc ça, c'est la formule qu'on a trouvée pour la fonction logloss. Et puis, on va avoir certainement un vecteur ayant m ligne, une colonne. Qu'est-ce qu'on va faire d'après la formule? On somme les éléments de ce vecteur-là, un par un. Donc, je fais la somme et on a encore une fonction dans NumPy, dans la librairie NumPy pour faire la somme des éléments d'un vecteur. Donc, je fais la somme et je multiplie tout ça par moins 1 sur 1. Donc, voilà, comme j'ai déjà écrit à la main mon équation, ça sera simple de l'implémenter en Python. Et puis, cette fonction, elle retourne la fonction loss L. Donc, juste pour voir là, donc, bon, je peux effacer ça. Je veux compiler les cases, modèle, cost function. Il ne fait rien. Rien n'est affiché parce que je n'ai pas encore appelé la fonction. Maintenant, je peux dire, par exemple, je peux commencer. Allez, W et B, on va l'initialiser. Donc, initialisation de quoi? Ici, pour la fonction initialisation, comme vous pouvez le voir, il suffit de donner X. Qu'est-ce qu'on a comme donné? Le X. Donc, initialisation de X. Voilà, comme ça, je veux initialiser le vecteur W et le B, la constante B. En fait, je fais quoi? Je calcule le A. Je vais effacer ici. Je vais tout refaire ici. Donc, après l'initialisation, je calcule, j'applique mon modèle sur le W et le B qui sont déjà initialisés et je calcule le A. Après, je cherche l'erreur. Alors, L, qui est la fonction coût, c'est-à-dire j'ai appelé la fonction coût cost function. Donc, je vais écrire L reçoit cost function de quoi? De A qui est déjà là, le A, et le Y qu'on a déjà au début. Dans le début, on a
déjà initialisé. On a dit, on a les données X et Y. Alors, ici, je compile cette ligne de cette case. Voilà, ici. Donc, bon, on a fait ça, mais rien ne s'affiche parce qu'on n'a rien demandé finalement. On va afficher l'erreur, par exemple, le L. Allez, afficher L, print L, c'est-à-dire print L. Voilà, on va afficher L et j'exécute. Voilà le L. C'est 1,54, etc. Donc, ça, c'est l'erreur. Au début, bien sûr, on a choisi W aléatoirement. Et à partir de ce W, on a calculé le A. Et du coup, la fonction L, donc c'est 1,57. C'est juste une erreur associée à ce W arbitraire. Là, à chaque fois, je réexécute. Donc ici, à chaque fois, je veux réexécuter cette case-là. Je veux l'exécuter encore une fois. Quand vous voyez 091 maintenant, l'erreur. Allez, encore, je réexécute. 904. Pouvez-vous demander pourquoi ça change? J'ai rien fait en fait. J'ai pas fait ni l'entraînement, ni rien. Pourquoi à chaque fois l'erreur change? Qui a une réponse pour cela? En fait, parce que à chaque fois, je réinitialise W. À chaque fois, je compile cette case-là, je choisis W arbitrairement, je change le W. Donc, puisque tu changes W, bien sûr, l'erreur va changer. Donc, dans notre algorithme, n'oubliez pas qu'une fois initialisé le W, on ne va pas le changer. On va l'améliorer à l'aide de descente de gradient. Donc, on va fixer le W arbitraire et on va appliquer la descente de gradient, W moins le gradient, W moins le gradient. Mais au début, une fois initialisé, ça y est, on ne va pas changer l'initialisation à chaque fois. Donc, juste garder ça à l'esprit. Donc, voilà, ça juste pour voir la fonction co une fois initialisé le W. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je veux voir les résultats. D'accord, il a initialisé W. W s'est initialisé. Donc, j'aimerais voir le nuage de points et la frontière de décision. Là, juste, je veux vous montrer comment tracer la frontière de décision, mais au début, je rappelle tout d'abord c'est quoi la frontière de décision. Donc, je reviens ici. Voilà notre nuage de points. Donc, voilà des choses comme ça pour les tumeurs malignes, par exemple, et des points en vert, par exemple, juste pour distinguer par la couleur, pour les bénignes. Quelque chose comme ça. On a un nuage de points de ce type. La frontière de décision, on a dit, c'est une droite qui sépare les deux classes. On va chercher la meilleure droite. Bien sûr, au début, ça va être une droite aléatoirement, puisqu'on va choisir le W et B aléatoire. Mais on va essayer d'améliorer les W pas à pas. Donc, on va améliorer le W pour trouver les bonnes valeurs, une droite qui sépare au mieux le nuage de points. Alors, je rappelle que cette équation, c'est l'équation Z égale 0. Et Z égale 0, c'est quoi Z? En fait, c'est W1 X1 plus W2 X2 plus B. Donc, cette droite correspond à l'équation W1 X1 plus W2 X2 plus B égale à 0. Et si ça, c'est X1 et ça, c'est X2, si je veux écrire X2 en fonction de X1, ça sera quoi? X2 égale, ou bien, allez, W2 X2, on va mettre ça. W2 X2 égale à quoi? Moins W1 X1 moins B. Voilà, donc juste
à partir de cette équation, je peux dire W2 fois X2 égale à ça. Et du coup, je trouve l'équation de cette droite, qui est la frontière de décision, X2 égale moins W1X1 moins B, le tout divisé par W2. Voilà l'équation de la frontière de décision. Si maintenant, je veux le voir, juste, je veux considérer des points ici, pour les X1, des points sur la droite X1. Et pour chaque X1, je veux voir son image par cette droite. C'est-à-dire comme si je trace la droite d'équation Y égale moins W1X moins B sur W2. Voilà. Ça, c'est la droite de la frontière de décision. Donc, je reviens à Python. Comment j'écris cette droite-là? Alors, encore, si je veux continuer d'expliquer encore, n'oubliez pas que W grand W, on a dit dans Python, c'est un vecteur colonne comme ça, W1, W2. Mais comment ça, c'est juste le premier élément de W qu'on peut noter W d'indice 0. N'oubliez pas que dans Python, l'indexation commence par 0. Donc ça, c'est W d'indice 0. Et ça, c'est W d'indice 1. Donc, juste, on va tracer à la droite, Y égale moins W de 0. Je peux mettre le moins fois X plus B sur W de 1. Voilà. Ou encore, si je veux, voilà, Y en fonction de X ou bien Y en fonction de T, tout dépend. Donc, juste, je fixe T, T, c'est un réel, ici, 0, 1, n'importe. Et ça, c'est la droite Y en fonction de T. Donc, je vais voir la frontière de décision sur Python pour juste la visualiser. Donc, je reviens à Python. Voilà. Donc, ici, on a dit ça, c'est la fonction coût. Je peux passer, voilà, ici pour visualiser la frontière de décision. Donc, juste, voilà. On a défini le modèle, initialisé et tout fait. Très bien. Alors, maintenant, je fais quoi? Encore, je veux voir, encore une fois, le nuage de points. Donc, scatter toujours en abscisse, c'est la première colonne de X, donc la colonne d'indice 0. Et pour les ordonnées, c'est la colonne 1, c'est-à-dire deuxième colonne de X. Et la couleur, je veux changer la couleur, tout dépend de la valeur de Y, si Y égale à 1 ou bien Y égale à 0. Bon, là, je veux l'effacer pour un moment. Ce n'est pas mon but. Voilà, maintenant, juste, je veux écrire une liste des valeurs réelles entre moins 2 et 10. Bon, ici, juste pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi moins 2 et 10, là, je veux changer. Allez, je veux voir entre moins 2 et 5, par exemple, parce que ici, je peux voir dans mon nuage de points que les valeurs de X1 varient entre moins 1 et 4, ou bien entre moins 2 et 5, si vous voulez. Donc, je veux ici changer. Là, moins 2 et 5 suffit. C'est juste pour créer une liste T des valeurs, des réels entre moins 2 et 5. Je veux créer 100 points entre moins 2 et 5. Donc, on va commencer par moins 2, ensuite moins 2, ou bien moins 1,9, moins 1,8, ainsi de suite. Donc, entre moins 2 et 5, on va former une liste des réels entre moins 2 et 5 équiparties. Alors, donc, je veux effacer cela. Bon, on peut voir au début, c'est quoi le shape de T, c'est-à-dire T contient combien de valeurs, la liste de T, mais nous, on a déjà demandé à Python de faire une liste T ayant, voilà, 100 valeurs. Voilà, vous voyez. On a dit, c'est linspace, moins de 500. Donc, on a dit, T, c'est une liste des valeurs, donc tout simplement 100 valeurs. Mais regardez, il va considérer ça comme un vecteur dans la dimension 1. Donc, il n'a pas précisé le nombre de colonnes et tout, il n'y a pas 100, rien, c'est-à-dire c'est dans la dimension 1.
Donc, ici, je veux définir maintenant la fonction y. Bon, là, j'écris la décision board, mais je veux écrire… bon, y, c'est déjà utilisé y. On va dire la droite, bien frontière de décision. Voilà, droite de décision. Je ne vais pas avoir des espaces, donc je vais utiliser cela. Voilà, droite de décision, juste pour dire, voilà, ça c'est notre Y pour la droite. Mais puisque au début, si vous vous rappelez dans les données, on a déjà Y, on a utilisé le Y pour les étiquettes, le vecteur des étiquettes. Donc, on ne peut pas changer le Y. Donc, ça, c'est juste la fonction, l'équation droite de décision. C'est comme on a dit, donc comme j'ai expliqué, W0 fois X, mais ici, j'ai écrit T pour les variables, plus B sur W1. Donc, là, je veux voir c'est quoi le shape de la droite de décision. Donc, droite de… Bon, je fais copier-coller pour ne pas faire une copie. Point shape. Pour voir les dimensions. Et là, comme vous pouvez le voir, il a dit c'est une droite ayant une ligne sans colonne. Et là, je veux écrire en fait la droite de décision en fonction de T. C'est une droite. Donc, j'aimerais bien avoir le même shape, les mêmes dimensions. Donc, voilà, juste ici, je redimensionne la droite de décision. Donc, juste j'écris ici, droite de décision sera droite de décision reshape, c'est-à-dire on va la redimensionner. Juste, c'est une liste des valeurs ayant son ligne, juste comme le shape de T, pour avoir sur les abscisses et les ordonnées la même dimension. Et comment trouver la droite de décision à partir, bien sûr, de cette formule-là. Et maintenant, si j'écris print droite de décision shape, il va dire, voilà, ils ont toujours 100 dans la dimension 1, donc 100 points on a dans la liste. Voilà, maintenant, juste, je veux tracer ici. Pour un nuage de points, c'est la fonction scatter. Si on veut bien une droite, on va utiliser la fonction plot. Donc là, j'ai utilisé PLT plot. Dans l'abscisse, c'est les valeurs de T. Dans l'ordonnée, on a appelé la droite de décision. Donc ici, je vais écrire droite de décision et je vais compiler. Voilà la droite de décision. Bien sûr, au début, n'oubliez pas, on n'a rien fait sur l'entraînement de notre système. On n'a pas encore entraîné. Donc là, juste, on a initialisé W. Donc, W était aléatoire. Donc, regardez si je réinitialise encore une fois W. Donc, ici, j'écris W reçoit initialisation. Donc, et je donne à W le X. Voilà. Le A, c'est toujours le modèle. Il va donner la fonction après activation, bien fonction sigmoïde. Donc, je vais donner X, W et B. Bon, pour l'initialisation, c'est W et B. Hein, pardonnez-moi. L'initialisation, on veut initialiser W et B. A, c'est le modèle X, W, B. Et voilà. Donc, juste, on a initialisé. Et on a le A qui sont les valeurs générées après l'activation. Et on veut voir la droite des décisions. Donc, regardez, je réinitialise. Donc, je vais donner de nouvelles valeurs à W et B. Et maintenant, la droite de décision. Voilà, c'est très loin de la droite. On peut voir qu'on peut encore améliorer le calcul pour avoir une droite mieux que celle-là. Alors, maintenant, on va commencer à appliquer l'algorithme de descente de gradient. Donc, je reviens aux formules. Déjà, on a écrit les formules mathématiques et on va l'implémenter directement sur Python. Donc, on va définir une fonction gradient. Dans la fonction gradient, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je reviens à notre diapo pour voir qu'est-ce qu'on fait pour
la descente de gradient. Voilà, on calcule dl sur dw et dl sur db. Donc, on va les calculer tout d'abord. Et puis, on fait dans la mise à jour, W reçoit W moins alpha. Donc, la première chose, calculer tout d'abord dl sur W et dl sur dB. Et les formules sont claires. Soit je fais, donc si je reviens même dans les calculs qu'on a fait dans les séances précédentes, j'espère, je trouve dl sur W ici. Donc, voilà le calcul qu'on a fait, mais là, on ne trouve pas la vectorisation. La vectorisation des L sur W. Là, c'est L, c'est bon. Et des L sur des W. Voilà, des L sur W, ce sont ces éléments, mais on n'a pas écrit ça matriciellement. Voilà, voilà le calcul matriciel. 1 sur M fois transposé de X fois 1 moins Y. Ça, c'est de L sur dW. Et des L sur dB, voilà. dl sur dB, c'est 1 sur M fois la somme de A moins Y. On va l'écrire puisque déjà, on a fait l'effort pour trouver ces formules à la main. Donc, on va les utiliser directement maintenant dans l'implémentation en Python. Donc, là, vous pouvez voir, juste toujours, on a M, mais M, c'est quoi? C'est le nombre de patients. Et le nombre de patients, comment on le trouve? C'est juste le nombre de lignes de X. Donc, ici, X shape 0, c'est-à-dire indexé par 0, c'est-à-dire les lignes. Donc, ça, M, le nombre de lignes, c'est-à-dire combien de patients ou bien combien d'exemples dans notre dataset. Et on a écrit telle qu'elle est, la formule, bêtement, qu'on a trouvé déjà. On a fait l'effort de trouver pour trouver cette formule-là. Donc, dW égale 1 sur M fois la transposée de X. Voilà comment on écrit la transposée de X. C'est X pointé en majuscule pour dire la transposée de X. At pour dire c'est le produit matriciel 1 moins Y. Et dB, c'est juste pour la dérivée de L par rapport à B. C'est juste une notation. Encore d'après la formule qu'on a trouvée, c'est 1 sur M fois la somme cette fois, donc on a écrit mp.somme de vecteur 1 moins y. Donc je l'écris tel qu'il est et je vais retourner dw et db, c'est-à-dire la dérivée de L de la fonction Q par rapport à W et la dérivée de la fonction Q par rapport à B. Voilà, donc juste je vérifie avec cette ligne que ma fonction ne contient pas des erreurs. Donc voilà, rien ne s'affiche. Je peux écrire, par exemple, c'est quoi des W par curiosité. Il va me donner des W, bien sûr, c'est un vecteur à deux lignes. Ça, c'est par rapport, la dérivée par rapport à W1. Et ça, c'est la dérivée par rapport à W2. La dérivée par rapport à B, ça sera un scalaire. Voilà, c'est 0,3 par exemple. Donc, on a ainsi calculé la dérivée par rapport à W, la dérivée par rapport à B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'entraînement de notre modèle final. Donc, ici, je veux recommencer tout cela juste pour vérifier. À chaque fois, je fais initialisation de W juste pour vérifier que je ne connais pas des erreurs. Donc ici, je veux initialiser. Maintenant, je veux commencer. Initialisation. Je veux recommencer l'initialisation de X. Voilà. Juste, je vérifie que j'ai écrit initialisation X. Je veux copier-coller, c'est mieux. Donc, je veux initialiser le W et V, encore une fois. Bon, oubliez ce alpha pour un moment. Oubliez cela encore. Le historique, je veux l'expliquer. C'est quoi le historique comme ça? Pourquoi j'écris comme ça? Voilà. Juste, qu'est-ce qu'on a dit dans l'algorithme? On va répéter quoi? C'est deux lignes en fait. Ça, c'est l'algorithme de descente de gradient. À chaque fois, W, je vais l'améliorer par W moins alpha, le learning rate qu'on a parlé, le pas d'apprentissage, fois DW. Et le B, c'est B moins alpha. Donc ça, c'est les deux formules qu'on a dit, c'est
la base de l'algorithme de descente de gradient. On va répéter pour améliorer W à chaque fois pour se rapprocher de la valeur minimale de la fonction O. On va répéter combien de fois? On va dire, bon, on va fixer un nombre d'itérations. On va dire 100, 1000, n'importe. Donc, on va dire 100. Le nombre d'itérations, je vais répéter ça 100 fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour I in range, for I in range n itération, c'est-à-dire on va faire l'opération 100 fois. Bon, ça, l'historique, oublié. Je veux chercher le modèle, calculer le gradient. Déjà, on a des fonctions, c'est fait. On a écrit les fonctions modèle, les fonctions gradient, et faire l'amélioration ou bien l'entraînement pour des W et B. Voilà, ça y est, c'est bon. Après avoir fait 100 itérations, en principe, on aura notre perceptron bien entraîné. Il a amélioré les W et le B. Donc, ici, juste ça, c'est notre algorithme. C'est bon, c'est terminé. On peut s'arrêter là et dire, après ces lignes de code, c'est bon, notre système a terminé son entraînement. Mais juste encore, je veux bien visualiser est-ce que la droite maintenant, elle est bonne? Parce qu'au début, lorsqu'on a initialisé arbitrairement et on a tracé la droite des décisions qui, avant l'entraînement de le système, elle était loin elle est un peu loin de la réalité. Donc maintenant, je veux refaire. Donc, je veux tracer le nuage de points, toujours. Bon, ça, c'est juste, on va l'effacer. Les mêmes lignes de code, moins 2 jusqu'à 5, l'autre fois on a dit. 100 points. Bon, ça, c'est pas la peine. Donc, ça encore, c'est juste pour voir toujours, mais on a essayé de vérifier dans les cases précédentes, on a tout vérifié. Et j'ai écrit la droite de décision maintenant, c'est moins W0 fois T plus B, mais ça, juste après le boucle for. C'est-à-dire quoi? Après l'entraînement. Donc, certainement, on espère bien qu'il sera mieux que la droite précédente. Donc, on a juste amélioré les dimensions pour avoir les dimensions de T, c'est elle-même la dimension de la droite de décision. Et bon, ce n'est pas la peine, on a vérifié le T-shape, etc. Juste, on va tracer. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour l'entraînement. Maintenant, une fois l'entraînement est terminé, on aura des nouvelles valeurs de W et B qu'on espère qu'ils sont les meilleures pour avoir une bonne droite de décision. Maintenant, on veut le voir. Hein. On veut voir le nuage de points et la droite de décision. On va compiler. Ah, il a dit le alpha. Ah, très bien. On n'a pas initialisé le alpha. Je vous rappelle que le alpha, on a dit, c'est le pas d'entraînement. Ici, on n'a pas initialisé le alpha. Bien sûr, il va dire c'est quoi ce alpha. On va considérer alpha, c'est 0,1 par exemple. Voilà, maintenant, il va tracer la droite. Vous voyez, elle est beaucoup plus bonne que la première droite. Pourquoi? Parce qu'on a passé par l'entraînement. Il a répété 100 fois l'entraînement. À chaque fois, il améliore le W, il améliore le B. Il a trouvé finalement les bons paramètres, on va dire les meilleurs que possible pour avoir cette droite de décision. Maintenant, bien sûr, dès qu'on a les W, les bonnes W et B, on peut faire des prédictions. Donc, juste pour des nouveaux, par exemple, si j'aurais un point ici. Donc, ici, juste peut-être vous ne voyez pas mon écran, pardon. Là, on a dit, bon, on a fait l'initialisation de X. Donc, encore une fois, l'initialisation de X. On va répéter 100 fois donc, ces lignes de code. Donc, on cherche par le calcul le A, les gradients et on améliore les valeurs de W et B pour que ça soit, pour que l'erreur soit minimale. Et voilà, donc ça, c'est notre algorithme finalement. On a utilisé le modèle, le gradient et tout, donc tout est prêt pour chercher les bonnes W et B. Et une fois, ça y est, on a terminé l'entraînement, on peut le voir, on peut le visualiser par, voilà, par
scatter toujours pour voir les nuages de points et plot pour voir juste la nouvelle frontière de décision pour le nouveau W, le nouveau B. Donc, une fois je compile, voilà, je trouve une droite qui approche mieux. Donc, ici, ce qui est au-dessus de cette droite, c'est probablement ma ligne. En dessous, c'est probablement mes lignes. Voilà, donc on peut encore même utiliser les W et le B qu'on a trouvé pour faire des prédictions cette fois. C'est-à-dire quoi faire des prédictions? Juste là, donc juste je cherche, voilà, la prédiction pour terminer. C'est-à-dire quoi la prédiction? Maintenant, si tu me donnes, puisque j'ai trouvé la bonne frontière des décisions, si tu me donnes un X1 et un X2 d'une nouvelle donnée, je peux prédire est-ce que c'est bénigne ou bien c'est maligne. Comment? Juste, je calcule le A. Ici, je calcule le A. Et si le A est supérieur à 0,5, c'est probablement maligne. Et si le A inférieur à 0,5, c'est probablement bénigne. Donc ici, par exemple, je fais la prédiction du point 2, 0, c'est-à-dire d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Je fais la prédiction. Il dit true, c'est-à-dire quoi true? True, c'est-à-dire A, c'est supérieur à 0,5, donc avec une probabilité 0,97. Vous voyez ici, donc c'est probablement, si on a une tumeur ayant comme coordonnées x1 égale 2 et x1 égale 2 et x2 égale 0, donc c'est probablement une tumeur maligne. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions. Des questions? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions à la fin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Abdellah.